Salut à tous, c'est Christophe pour la chronique politique. Si vous suivez la chaîne depuis un certain temps, vous le savez, si aujourd'hui je me revendique plutôt des idées conservatrices, j'ai pendant longtemps été militant d'extrême gauche et en particulier militant anarchiste. J'avais commencé une série de vidéos d'ailleurs sur la question qui voulait parler de mon évolution intellectuelle, du pourquoi je m'étais décalé progressivement vers la droite. Ces vidéos, se sont arrêtées à la première sur mon parcours académique, puisque après, avant de parler de mon évolution intellectuelle, je voulais faire une série de vidéos qui parlait de l'anarchisme et de mon engagement dans cette mouvance. Et comme toujours, quand on a été partie prenante d'une idéologie, il est assez difficile de la simplifier pour la rendre accessible à tous. Du coup, longtemps, cette série de vidéos m'avait un petit peu bloqué et je n'avais pas fait la suite. Et enfin, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire ces vidéos sur l'anarchisme, et donc vous allez avoir une série de 3 vidéos. La première, celle-ci, dans laquelle je vais vous expliquer la théorie des différents courants anarchistes. Une seconde où il sera plutôt question de la question organisationnelle et des organisations anarchistes aujourd'hui. Et puis une troisième où je reviendrai sur mon parcours spécifiquement dans ces organisations avec une sorte de partage d'expérience. Alors, avant de commencer, pour ceux qui ne seraient pas très au fait de ces questions, dans cette vidéo, j'ai employé le terme anarchiste, également le terme libertaire étant un synonyme un petit peu atténué du terme anarchiste. On peut être d'esprit libertaire sans être anarchiste. D'ailleurs, ce terme libertaire était à la base le nom qu'a inventé un anarchiste pour nommer son journal avant qu'il passe dans le langage commun. Donc, également, petite précision sur ce parcours, pour spoiler un peu sur les prochaines vidéos, j'ai été engagé pendant une bonne douzaine d'années au sein de la mouvance anarchiste. J'ai milité dans plusieurs organisations nationales. D'abord la coordination des groupes anarchistes pendant 5 ans, ensuite à Alternative Libertaire pendant 4 ans, et également en parallèle, sans en être trop convaincu, il faut bien l'avouer, j'ai été syndiqué dans un syndicat anarchiste qui était la CNT. CNT Vignol pour les connaisseurs. Donc l'anarchisme tel que je vais vous le présenter aujourd'hui, c'est l'anarchisme tel que quelqu'un peut le vivre en s'engageant dans le mouvement et pas une chose très théorique et très belle, très bien structurée comme on peut l'avoir sur une page Wikipédia ou dans un cours à la fac. Là, on va avoir l'anarchisme tel que vécu par quelqu'un concrètement, et on sait bien que la théorie et la réalité sont deux pays extrêmement différents. Alors tout d'abord, l'anarchisme est un ensemble de courants qui parfois sont doctrinalement un petit peu opposés entre eux, on devrait parler plutôt des anarchismes, mais tous ces anarchismes ont une base commune dans la vision qu'ils ont de la société actuelle. Alors bien sûr, ils sont tous anticapitalistes, puisque le capitalisme est vu comme un système économique opprimant la majorité au service d'une petite minorité, mais également les anards ont la spécificité de voir notre société comme étant une somme de domination, d'aliénation, d'exploitation et d'autorité indue. C'est-à-dire que potentiellement, pour les anards, selon leur degré d'intégrisme, entre guillemets, eh bien, tout lien social, d'individu à individu, ou de l'individu au groupe, ou de l'individu aux institutions au sens large, peut être un lien inégalitaire, hiérarchique, avec l'un qui profite de l'autre ou qui exploite l'autre. Par exemple, l'école peut être vue comme une source de domination parce que le rapport élève-prof est asymétrique avec un prof qui a l'autorité du savoir et qui est perçu comme une autorité totalement artificielle. Ou bien le rapport parent-enfant qui peut être vu comme une domination de l'adulte sur l'enfant chez certains, ou encore la religion qui impose des dogmes et des croyances aux individus, même si depuis plusieurs années, beaucoup de courants libertaires mettent un petit peu la critique de la religion sous le tapis, il faut bien le dire. Et puis, à côté de tout cela, il y a notamment une institution en particulier qui cristallise la haine des libertaires de par son rôle dans l'organisation sociale et qui est vue comme étant un petit peu l'archétype de la domination, du lien social vertical qui impose ses règles à l'individu, et cette institution, c'est l'État. L'État est vu comme étant intrinsèquement mauvais, c'est-à-dire que contrairement aux marxistes, qui considèrent que l'État est une arme au service du capitalisme pour se maintenir, mais qui peut être détournée à des fins sociales, les anards, eux, perçoivent cet État comme étant en soi une institution de domination. Et donc, de cette vision du monde, les libertaires tirent aussi une vision de la société future,
Alors, ils sont révolutionnaires, ils veulent bien sûr mettre à bas notre société actuelle, et ils ont tendance non pas à parler de révolution, mais de révolution sociale, sous-entendant que les révolutions du passé, en fait, étaient avant tout des révolutions politiques, et ont donc changé les institutions, mais tout en maintenant les hiérarchies sociales. Et donc les anards mettent en avant le fait qu'eux veulent réellement tendre vers une véritable égalité sociale. Et la société future, malgré toutes les variations qu'il peut y avoir entre tous les courants, repose aussi, elle-même, sur de grands principes. Ce premier principe, c'est le fédéralisme libertaire. Dans une société sans État, de fait, eh bien, il faut tout de même que les individus, les groupes, les entreprises et les communes, qui sont l'échelon politique de base pour les anards, puissent interagir entre eux au gré des besoins, des nécessités matérielles, d'infrastructures et puis des choix politiques faits au sein de ces collectifs. Et pour cela, ils mettent en avant cette notion de fédéralisme libertaire qui permet à toutes ces structures de s'associer ou de se séparer quand elles le souhaitent. Contrairement au fédéralisme actuel où, généralement, que ce soit par exemple des régions, des lenders, etc., sont fédérées entre elles, sont à égalité, mais n'ont pas de possibilité de rompre les liens si elles le veulent, et puis en fait ne sont pas autonomes. Un autre élément important pour cette société future, qui sera donc sans classe et sans État, c'est la notion d'autogestion. Alors l'autogestion, ce n'est pas une théorie unifiée, c'est un ensemble de pratiques qui visent à répartir le pouvoir entre tous et à éviter la création de hiérarchies sociales. Alors très concrètement, par exemple, personnellement, j'ai été lycéen pendant un an au lycée expérimental de Saint-Nazaire, qui était un lycée autogéré, et il n'y avait dans ce lycée que les élèves et les profs. Vous n'aviez pas tout ce qu'on appelle les biatos, c'est-à-dire les secrétaires, les personnes qui font la cuisine ou qui font le ménage, et c'était des groupes de profs et d'élèves qui, à tour de rôle, assuraient ces fonctions, ce qui permet d'éviter que certains se spécialisent dans des fonctions qui sont valorisées socialement, ou au contraire que d'autres soient relégués au balayage qui est jamais quelque chose de très valorisant. Cette autogestion se base aussi sur la démocratie directe. Alors, quand c'est dans l'entité politique qui est de base, qui est la commune, on peut dire que ça ressemble un petit peu à une forme de vision un petit peu mythifiée de la démocratie athénienne, hein, telle qu'on a sans les côtés négatifs réels. Et dans l'entreprise, eh bien, c'est pareil, ce sont des assemblées générales qui permettent à tous de décider de la bonne marche de l'entreprise et de la répartition des tâches. Alors, démocratie directe, ça ne veut pas dire vote, puisque certains anards sont allergiques au vote, vu que parfois on peut se retrouver en minorité, et du coup être minoritaire, chez certains, c'est déjà être opprimé. Également, vous avez une autre notion dans cette autogestion qui est la notion de mandat impératif et révocable. Dans la société actuelle, quand on élit quelqu'un, que ce soit un maire ou un député, on lui cède notre parcelle de décision pour un certain temps, et il fait ce qu'il veut avec pendant ce temps imparti. Avec le mandat impératif et révocable, l'Assemblée générale mandate quelqu'un pour faire une œuvre, par exemple construire une école, et c'est lui qui va organiser le chantier, les relations entre entreprises, etc. Et une fois que cette école sera finie, eh bien, il perd son mandat, il n'a plus de capacité à créer autre chose. Et puis, révocable, parce que si en cours de route on voit que ça part en cacahuète, qu'il est incapable de gérer ou que ce qu'il fait ne correspond pas à la feuille de route décidée collectivement, on peut le démandater. Donc, voilà pour ce qui est des bases communes à tous les libertaires. Après, donc, vous avez des courants extrêmement différents, et je vais vous présenter ceux qui sont les courants historiques qu'on reconnaît depuis la naissance de l'anarchisme il y a un siècle et demi. Alors, je ne vais pas vous présenter tout ce qu'on peut trouver sur Internet, parce qu'aujourd'hui, il est très facile de s'amuser à créer des courants en mettant anarcho et quelque chose derrière. Donc vraiment, je vais me concentrer sur les courants historiques, auxquels j'en ai ajouté un dont on entend beaucoup parler. Alors, pour situer ces courants, je vais également utiliser un graphique, avec en abscisse d'un côté le rapport à l'individu et de l'autre côté le rapport au collectif, parce que c'est une grande ligne de démarcation chez les libertaires. Est-ce qu'on tend vers une société d'individus ou une société collective ? Cette ligne des abscisses correspond aussi à l'intégration des idées marxistes dans la doctrine libertaire. Ceux qui sont plus vers l'individu refusent complètement, et ceux qui tendent plus vers les logiques collectives et communistes, par contre, intègrent beaucoup de logiques marxistes, enfin de notions marxistes dans leur analyse. Et puis en ordonnée, je vais vous mettre la question de l'organisation, parce que chez les anards,
Il y en a beaucoup qui en fait refusent de s'organiser collectivement, en partie entre guillemets, ce qu'on appelle l'organisation spécifique, et d'autres qui au contraire ont développé beaucoup d'analyses sur cette nécessité de l'organisation et de l'action collective. Cette ordonnée sera surtout importante aussi pour situer différentes organisations dans la prochaine vidéo. Donc historiquement, on reconnaît trois courants libertaires qui sont en fait un peu des archétypes, des stéréotypes, les positions extrêmes sur l'idéologie anarchiste. Vous avez d'abord les individualistes, vous avez ensuite tous ceux qui se revendiquent d'un point de vue économique d'une société socialisée, c'est-à-dire une société communiste. Alors vous avez ceux qui se disent anarcho-communistes, d'autres anarchistes communistes ou communistes libertaires. Alors tous ces termes renvoient en fait à des conceptions un petit peu différentes, on va voir ça. Et vous avez enfin les anarcho-syndicalistes. Et puis je vais ajouter personnellement un quatrième courant, qui n'en est pas un, mais qui prend beaucoup de place aujourd'hui d'un point de vue médiatique, qui est la fameuse et inénarrable mouvance anarcho-autonome. Donc mouvance anarcho-autonome qui est un petit peu comme l'islamo-gauchisme ou la notion d'anarchisme de droite, c'est-à-dire des catégories médiatiques dans lesquelles personne ne se reconnaît, qui n'ont pas vraiment de corpus non plus, mais qui permettent, voilà, de l'extérieur, on sait qui on peut à peu près se situer dans cette mouvance, même si de l'intérieur, personne ne se revendique de ces étiquettes. Alors, tout d'abord, l'anarchisme individualiste, c'est un anarchisme qui est basé de façon très importante sur la notion d'individu, et pour qui, en fin de compte, tout lien social, quasiment, peut être interprété comme étant une oppression. Même un individu dans un groupe se sent très vite un peu brimé, bridé par ce groupe. Ce sont des gens qui, notamment, refusent la notion de vote, parce que donc voter, même à 75 ou 80%, c'est se retrouver minoritaire et donc se sentir opprimé par les décisions de la majorité. Ce sont donc des gens qui, d'un point de vue collectif, fonctionnent plutôt au consensus ou à l'unanimité, ce qui, dès qu'on est dans des groupes un petit peu importants, commence vite à poser problème. Ce sont des gens qui, donc, comme ils n'aiment pas le collectif, sont aussi pour des formes économiques très individuelles, libérales, entre guillemets, c'est-à-dire une espèce de petite société de petits artisans ou de coopératives, où les gens travaillent ensemble, mais sont un petit peu toujours propriétaires individuellement de ce qu'ils ont produit. Ce sont un petit peu, si vous voulez, les caricatures de l'anarchiste, qui est l'individu qui se rebelle contre la société, contre l'autorité, l'individu seul face au monde, entre guillemets. Ce sont des gens qui ont très souvent d'expérience, un très fort caractère également, vraiment, c'est ce côté assez rugueux, assez revêche, hein, de l'individu rebelle. C'est une vision de l'anarchisme qui, de fait, est assez élitiste, entre guillemets, puisqu'on est plus sur des gens qui, dans cette rébellion individuelle, sont plus sur une sorte de logique de réforme individuelle plutôt que de révolution collective. Et cette vision quelque part un petit peu élitiste qui ne s'avoue pas peut aussi, dans certaines conditions, faire basculer, puisque par exemple c'est à ces individualistes qu'on doit dans les années 1890 le passage eh bien, au terrorisme, et c'est à eux qu'on doit cette image des anarchistes poseurs de bombes, parce qu'à un moment, voilà, l'individu se révolte contre la société, et dans ce qu'ils ont appelé la propagande par le fait, le geste de l'individu héroïque contre les dominations, ils se sont dit que ce serait bien, au moins pour certains, de passer jusqu'au terrorisme. Alors ça ne veut pas dire que le terrorisme est intrinsèquement lié à l'individualisme, mais voilà, ça veut dire que c'est une vision de l'individu et du rapport de l'individu à la société qui, à un moment, dans certains contextes, a permis un passage à la violence totalement décomplexé chez certains, qui en a amené certains à l'échafaud, mais voilà, qui n'a pas amené la révolution pour autant. Donc à côté de ces individualistes, vous avez le courant qui est l'opposé diamétralement, qui sont les courants qui se revendiquent plus ou moins du communisme. Alors, les moins formés d'entre vous me diront, mais le communisme, c'est un petit peu l'antagonisme de l'anarchisme, c'est l'autorité de l'État, etc. Alors, cette vision du communisme comme étant toute la société est dirigée par le parti-État, c'est en fait un abus de langage que l'on doit, au début du XXe siècle, à l'apparition de l'URSS et du bloc de l'Est. À la base, le communisme, c'est la possession collective par la société des moyens de production. Et après, ce qui gère cette société, est-ce que c'est un ensemble de fédérations, est-ce que c'est des assemblées générales, est-ce que c'est de l'autogestion ou un parti-État, ça c'est la structure politique entre guillemets.
Donc, il ne faut pas assimiler la notion de communisme forcément à ce qu'on entend habituellement comme étant le communisme étatique. Chez les libertaires, très clairement, vous avez la structure économique qui sera, pour ceux qui sont communistes, donc socialisée, qui appartiendra à l'ensemble de la collectivité, et d'un point de vue politique, vous avez les communes fédérées qui marchent en démocratie directe. Donc on est très loin de la logique de l'URSS et du parti-État. Et donc vous avez plusieurs appellations, anarcho-communiste, communiste anarchiste ou communiste libertaire. Alors grosso modo, jusqu'à il y a au moins quelques années, tous ceux qui se réclamaient anarchistes communistes, anarcho-communistes, globalement, c'était ceux qui étaient le moins intéressés par les idées marxistes d'un point de vue de l'analyse économique. Et au contraire, généralement, ceux qui se disaient communistes libertaires étaient incorporés plus de notions marxistes dans leur analyse et étaient aussi souvent plus intéressés par la question de l'organisation des anars. C'est-à-dire que, en fait, l'anarchisme, c'est avant tout une forme de révolte individuelle qui est peu structurée et qui n'a pas de base d'analyse réelle sur la question économique. Et donc, très vite, la question se pose, quand on veut avoir une vision un peu structurée du monde, de la question d'intégrer le marxisme, quoi. Et de quelles notions on intègre, la lutte des classes, ce genre de choses. Et donc, certains en intègrent plus ou moins, et les communistes libertaires en intègrent plus que d'autres, généralement, et même certains vont se dire marxistes libertaires. C'est à peu près là-dessus que se fait la distinction, avec également la question de l'organisation qu'on abordera dans une vidéo ultérieure. Et à la fin, vous avez également les anarcho-syndicalistes. Alors, les anarcho-syndicalistes, ce sont généralement en fait des gens qui sont, d'un point de vue de la société future, qui sont communistes et libertaires, mais qui diffèrent des autres anarchistes sur la question de comment faire la révolution. Les communistes, les individualistes sont plutôt dans une logique d'organisation des anarchistes entre eux, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'organisation spécifique, le parti entre guillemets. Et les anarcho-syndicalistes, eux, estiment que la révolution doit être faite par le syndicat comme outil de lutte. Alors les anarcho-syndicalistes sont plutôt pour l'action directe, c'est-à-dire la grève générale, l'occupation des usines, même relancer les usines sans le patron. Mais ils pensent aussi que ce syndicat, qui est aujourd'hui une structure de lutte, qui de fait est présente dans pas mal d'entreprises, devrait servir aussi de futur tissu de gestion pour le volet économique de la société. C'est-à-dire transformer l'outil de lutte aujourd'hui, avec son tissu qui est déjà là, les liens qui sont déjà là entre les entreprises, eh bien en tissu de gestion économique dans la société future. Alors, ça dépend, mais il y en a certains chez qui cette notion de syndicat qui est l'embryon de la future société est extrêmement large comme définition, puisque certains avec qui j'ai pu discuter disaient que même tout ce qui est culturel, tout ce qui est la vie associative, etc., tout devrait être géré par le syndicat. Et chez certains, on a l'impression qu'on n'a pas un État parti, mais une espèce d'État syndical, une espèce d'URSS syndical, où rien dans la vie de la société ne peut échapper au syndicat. Mais ça, c'est un petit peu une vision extrême. Mais voilà, les anarcho-syndicalistes sont plutôt axés autour de la lutte économique par le syndicat, qui sera aussi le futur embryon de la future société. Et donc, à côté de ces courants historiques, il faut aussi ajouter la mouvance anarcho-autonome. Alors, la mouvance anarcho-autonome, c'est tout un monde en soi. Vous en avez qui sont plus proches de l'individualisme, et d'autres qui sont carrément marxistes et qui refusent complètement les idées libertaires. Le point commun à tous les autonomes, c'est que globalement, ce sont des gens qui refusent toutes les organisations officielles, qu'elles soient réformistes ou révolutionnaires, que ce soit des syndicats, des partis ou des organisations anarchistes ou de quelque autre obédience que ce soit, parce que ce sont des gens qui estiment déjà que ces organisations brident l'individu, mais qu'elles les brident aussi dans la façon de lutter. Enfin, ils ont une espèce de croyance dans la spontanéité des masses, dans les luttes, qui vont s'organiser un petit peu spontanément et être vraiment radicales quand elles ne sont pas encadrées en fait. Et ce qui fait que la mouvance anarcho-autonome, entre guillemets, est une mouvance qui est souvent un petit peu pénible dans les luttes sociales, notamment les luttes étudiantes, où vous en avez toujours qui vont dans les assemblées générales, cracher un petit peu sur les syndicats qui sont dans les luttes, etc. Et ça crée toujours des tensions avec les militants organisés, libertaires ou révolutionnaires en général. Alors on peut quand même faire des sous-catégories dans cette mouvance anarcho-autonome. Vous avez ceux qui sont clairement marxistes, qui ne relèvent pas du coup du champ libertaire. Vous en avez qui sont
qui se revendiquent un peu de l'autogestion, ce genre de choses. Et vous en avez également, en fait, qui diffèrent par les pratiques. C'est-à-dire que vous avez ce que j'appelle personnellement les autonomes des champs, c'est-à-dire des gens qui sont un peu des néo-ruraux et qui vont essayer de tisser des liens comme ça, de recréer du lien social en faisant des activités alternatives en campagne, en milieu périurbain, comme par exemple faire du maraîchage ou tenir des épiceries solidaires, ce genre de choses. C'est un petit peu ce qu'avait tenté de faire de fait toute la mouvance des gens de Tarnac, vous savez, avec l'affaire Julien Coupa et les siens, c'est un petit peu ce que faisaient ces gens-là en fait. Et puis vous avez aussi ce qu'on appelle l'autonomie désirante. Alors eux sont du coup très proches des anarchistes individualistes dans les faits. Ce sont des gens qui sont très centrés sur les désirs et la réalisation de l'individu, une espèce de développement personnel entre guillemets. Donc toutes les questions sociétales, qui sont généralement du coup pas du tout marxistes pour le coup. Également, vous avez une autre partie de la mouvance anarcho-autonome qui est liée à la contre-culture, c'est-à-dire tout le rock alternatif, certaines pratiques, centres sociaux autogérés ou des squats, un petit peu tout ce qu'on appelle aussi la mouvance anarcho-punk. Et donc, tout ça constitue aussi la mouvance anarcho-autonome et a des liens toujours plus ou moins étroits avec certaines parties de l'anarchisme. Donc, voilà pour ce qui est de l'anarchisme en soi. Alors, quand on regarde le graphique que je vous ai fait, vous voyez que au milieu, il n'y a rien, il n'y a personne. Et en fait, s'il y a du monde, et la plupart des anars ne se reconnaissent pas forcément dans ces courants, ces étiquettes, parce que les anars détestent les étiquettes, et en fait, une bonne partie des libertaires se retrouvent dans ce centre mou de l'anarchisme. Beaucoup sont un petit peu, en fait, voilà, sont un petit peu individualistes, parce qu'ils n'aiment pas trop militer dans des groupes trop importants, et puis ils sont un petit peu contre les organisations, c'est-à-dire qu'ils aiment bien s'organiser localement, mais il ne faut pas leur parler de se fédérer dans une organisation nationale, parce que pour eux, c'est déjà un parti et c'est déjà oppressif. Et puis, voilà, ils ne sont pas individualistes d'un point de vue de l'économie, ils savent bien qu'il faut un petit peu de structuration collective, mais ils ne vont pas non plus se réclamer communistes et libertaires. Donc ce qui fait que vous avez en fait une grande partie des libertaires qui sont dans ce centre mou et qui ne se donnent pas forcément d'étiquette particulière. Voilà donc, en tout cas, pour ce qui est des différents courants de l'anarchisme. Passons maintenant à une petite critique. Alors l'anarchisme a quelques problèmes d'un point de vue doctrinal. C'est une idéologie qui est extrêmement molle, c'est-à-dire que les pères fondateurs étaient des hommes d'action avant d'être des théoriciens. Ils ont certes écrit des textes, mais grosso modo, c'est des textes qu'on trouve intéressants quand on est libertaire. C'est-à-dire que c'est des gens qui mettent des mots sur ce qu'on ressent. Mais ce ne sont pas des gens qui ont élaboré des doctrines ultra précises. C'est-à-dire que les concepts de domination, d'aliénation, d'autorité n'ont jamais été réellement définis. Ce qui fait que c'est une idéologie très molle qui s'adapte au cours du temps, puisque les notions de domination, d'autorité varient en fonction des époques. Ce qui fait que l'anarchisme est entré en résonance avec un peu les jeunes de mai 68, même si les anars eux-mêmes, les acteurs de l'époque l'avouent eux-mêmes, sont passés totalement à côté de ce mouvement. Et ça fait qu'aujourd'hui, eh bien, l'anarchisme entre un petit peu naturellement en résonance avec les idées postmodernes / woke, voilà, qui parlent elles aussi de domination, et quelque part même ces idéologies viennent un petit peu combler le vide théorique en parlant justement de discrimination systémique, et du coup viennent un petit peu donner un petit peu de consistance à ces notions de lien social asymétrique et de domination. Alors c'est un avantage et un inconvénient, ça lui permet de s'adapter, et puis quand les idées qui arrivent sont foireuses, comme aujourd'hui les idées woke, ça fait que l'idéologie part en cacahuète. Mais du coup ça a des côtés assez négatifs, puisque de fait l'anarchisme n'ayant jamais été structuré intellectuellement, il n'a jamais intéressé les intellectuels. Et ça se voit quand on compare au marxisme. Dès que Marx a créé le marxisme, eh bien, vous avez eu tout un courant d'intellectuels qui s'y est greffé, qui a fait tout le travail intellectuel classique dans le champ idéologique, c'est-à-dire qui a revisité, qui a réinterprété, qui a critiqué, qui a étayé certains arguments. Et on peut trouver toute une palanquée jusqu'à aujourd'hui de philosophes et d'intellectuels qui se revendiquent du marxisme, ou même d'économistes. Chez les anars, très peu. C'est-à-dire que, comme les pères fondateurs n'ont jamais rien structuré, les seuls qui se sont réellement intéressés à l'anarchisme, en fait, ce sont plutôt les milieux artistiques et culturels, justement pour ce côté, la beauté du geste de l'individu qui se rebelle contre le monde entier. Et de fait, je suis quasiment incapable de vous citer de grands intellectuels qui ont pu se réclamer des idées libertaires. Alors, on pourrait citer par exemple Albert Camus,
ou Michel Onfray, jusqu'à il y a quelques années, hein, avant son virage droitard et souverainiste, qui réellement était en contact avec les milieux militants anarchistes. Mais ce ne sont pas des gens qui n'ont non plus conceptualisé beaucoup de choses et qui n'ont pas affiné les idées, qui n'ont pas rendu les concepts très très opérants pour comprendre le monde. Et donc, fatalement, c'est une idéologie qui, comme je vous l'ai dit avec le volet communiste anarchiste, eh bien, est constamment en train de se poser la question d'intégrer ou non, et quelle part d'idéologie marxiste on doit intégrer pour comprendre le monde. Et ça, personnellement, je l'ai vécu notamment quand j'avais 23 ans en 2008, avec la crise des subprimes, à un moment, je me suis senti, je me suis dit, mince, il faut quand même comprendre un petit peu le côté économique de notre société. Et du coup, je me suis naturellement tourné vers les idées marxistes, vers des abrégés du capital, etc. Et je sais que je n'ai pas été le seul à l'époque à faire ce genre de chemin. Et à ce moment-là, réellement, vous voyez en fait la différence de contenu intellectuel entre l'anarchisme et le marxisme. Parce que là, vous avez tout un ensemble de concepts pour penser le monde, alors qu'on soit d'accord ou non avec ces concepts, voilà, comme la lutte des classes, l'extorsion de la plus-value, l'infrastructure économique, la superstructure politique. Ce sont quand même des concepts qui permettent de structurer une pensée, comme toute idéologie, un minimum vertébrée. Et du coup, vous sentez vraiment la différence, et encore plus quand personnellement, vers 27-28 ans, j'ai découvert la science politique, c'est-à-dire l'ensemble des courants idéologiques qu'on a eu en Occident depuis 2 millénaires. Là, vous voyez réellement qu'effectivement, l'anarchisme, c'est quand même une idéologie qui, franchement, est un petit peu bébête. Faut dire ce qui est, et qui est avant tout une révolte qui passe dans le champ politique, c'est-à-dire la contestation de la société et de l'économie. Une autre critique que je ferais, c'est la question des tabous. Parce que l'anarchisme est une idéologie qui, de fait, veut la liberté et l'égalité de tous, des libertés et des égalités absolues. On a l'impression que c'est une idéologie qui a une liberté de parole totale. Or, c'est pas vrai, il y a plein de sujets tabous, et 3 en particulier, qui sont la question de la prison, de l'enfermement, du système judiciaire et de la monnaie. C'est-à-dire que pour beaucoup d'anards, on basculera du jour au lendemain dans une société parfaite, qui est de fait une forme de société de Schtroumpf, où on n'aura plus besoin de justice, plus besoin de système de police, entre guillemets, de milice pour protéger, assurer la sécurité de tous, et où il n'y aura plus besoin de monnaie. Ce qui fait que c'est une société quand même assez irréaliste, et quand vous présentez ça à des gens extérieurs, c'est quand même assez difficile de leur expliquer. Et pourtant, quand vous parlez comme ça d'individu à individu, vous voyez que vous n'êtes pas le seul. Moi, je me posais toujours ces questions-là. Enfin, on ne peut pas se passer de monnaie. Il y a un moment, il faut aussi penser des systèmes de défense sociale, une forme de milice qui remplace la police, quitte à faire des trucs autogérés. Puis on ne peut pas se passer de l'enfermement de certains qui seront toujours dangereux quoi qu'il arrive, quoi. C'est pas toujours la faute à la société, clairement. Et bien ça, vous ne pouvez pas du tout le dire dans les milieux libertaires. Si vous osez poser la question de la monnaie, déjà, on va vous rire au nez. Et si vous parlez de la question de la justice et de l'enfermement, alors là, vous êtes un facho, très clairement. Jamais personne ne posera ce genre de questions dans un débat structuré et organisé, quoi. Donc ça fait aussi que l'anarchisme reste cette idéologie bébête et un petit peu adolescente, parce qu'il y a ces points-là clés qui souvent ne sont pas pensés. Donc voilà, pour ce qui était de mes réflexions globales sur l'anarchisme. Alors également, certains du coup me demanderont peut-être où je me situais dans toute cette galaxie. Alors moi clairement, je me suis toujours situé parmi les communistes libertaires, pas forcément les plus marxistes, loin de là, mais dans ceux qui étaient le plus axés autour des questions de l'organisation. Parce que on le verra dans la vidéo prochaine, de fait, chez les anards, il y a une forme d'exemplarité, et la fin devant correspondre avec les moyens, de la façon dont on s'organise aujourd'hui, ça préfigure aussi la société future. Et donc j'ai toujours été dans ceux qui étaient très axés autour des questions organisationnelles. Mais on verra tout ça dans de prochaines vidéos. Et puis voilà, si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.